Merci beaucoup. Elle est sociologue comorienne, elle est diplômée de Sciences Po Paris. Elle est donc diplômée en sociologie et stratégie du changement. Elle est l'auteur du livre Génération Caméléon, qui est paru en juin 2019 aux éditions Boréal. Elle a également fondé l'Académie du Caméléon pour accompagner par le biais de consultations sociologiques les adolescents en décrochage scolaire et en tension familiale, ainsi que leurs parents, et les individus également en perte de repères et en quête de sens dans leur vie personnelle et professionnelle. C'est une citoyenne engagée depuis toujours dans la vie associative et politique, tant en France qu'au commun. Donc elle va nous donner une vision plus globale pour compléter les propos de Madame Balavoine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci au collectif Ufahari Wakomori de m'avoir invité à participer à cette réflexion sur le changement positif et durable aux Comores, que nous voulons tous, tant politique que sociétal. J'avoue qu'en fait, au départ, je ne me sentais pas vraiment légitime de participer et de parler sur ce sujet. Pourquoi ? Peut-être parce que je vis en France depuis toujours. Je suis née ici et ceux qui souffrent sont aux Comores et ils vivent donc là-bas sur place alors que moi je suis ici, comme beaucoup d'entre nous j'imagine. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on doit vraiment vivre la souffrance de l'autre pour défendre sa cause? Ben non, évidemment que non. Et pas nécessairement, on l'a bien vu d'ailleurs avec la communauté algérienne de France qui s'est mobilisée pour contribuer à la déstabilisation du régime politique algérien. Elle s'est mobilisée et elle a pu contribuer à faire tomber le président algérien Bouteflika. Et puis en plus, mon père vit aux Comores et d'autres membres de ma famille. Donc je me suis dit que je devrais me sentir pleinement concernée. Mais malgré ma participation à de nombreuses manifestations place de la République pour soutenir la démocratie, un retour de la démocratie aux Comores, je ne me sentais pas vraiment légitime pour en parler, peut-être pas assez concernée. Et alors, je me suis demandé pourquoi en fait, pourquoi j'avais ce sentiment-là. Et j'ai analysé d'un point de vue sociologique ce ressenti que beaucoup d'entre nous ressentent également, qui ne se sentent pas forcément concernés par ce qui se passe au pays. Et j'ai tenté d'amener des réponses à ce questionnement, parce qu'à mon sens, elles peuvent être une stratégie de changement et une autre manière de penser aussi, pour amorcer ce changement positif et durable aux Comores. J'ai donc relevé 3 points. Alors, premièrement, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait véritablement un manque d'une identité nationale comorienne commune à nos 3 îles. C'est-à-dire en jouant Mohéli et la Grande Comore. Je mets volontairement Mayotte de côté, non pas que j'estime qu'elle ne fasse pas partie des Comores, hein, loin de là, mais comme elle est sous administration française, elle a d'autres problématiques sociétales et politiques. Et donc, d'un côté, les Anjouanais, ils se replient sur eux-mêmes. Ils ont le sentiment, pour beaucoup, que les grands Comoriens prennent le devant de la scène, que ce sont eux qu'on voit partout, qu'ils s'engagent politiquement, alors qu'eux-mêmes ne font pas grand-chose, s'engagent moins en tous les cas, ils prennent moins le devant de la scène, et ils sont convaincus que le séparatisme, c'est la solution, alors qu'on
bien vu, ça n'a pas fonctionné, que le repli sur soi, c'est toujours dangereux. D'un autre côté, les grands Comoriens parlent des Comores comme si c'était la Grande Comore. En tous les cas, c'est comme ça que les autres îles le ressentent. Et lorsqu'ils font par exemple une conférence et qu'ils parlent des Comores, ils prennent uniquement comme sujet d'étude ce qui se passe à la Grande Comore. Et ils occultent les autres îles, donc Anjouan et Mohéli, et ils n'amènent pas du coup de nuances à leurs propos, ce qui fait que les autres îles ont l'impression que la Grande Comore les met de côté. Et puis, de l'autre côté, les Mohéliens, ben, eux, ils sont beaucoup moins invités dans les conférences qu'organisent les grands Comoriens ou les Anjouanais. Et d'un autre côté, eux-mêmes participent très peu aux manifestations qui sont organisées par les deux autres îles. Et du coup, ça donne le sentiment que les Mohéliens sont à l'écart, qu'ils ne s'y intéressent pas parce qu'en fait, ils sont beaucoup moins visibles. Donc, on peut constater que ce n'est pas seulement la mer qui sépare nos trois îles, mais c'est également le fonctionnement même de ses habitants là-bas au pays, mais aussi, hélas, de notre diaspora qui favorise cette division entre nos trois îles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en politique et en sociologie, diviser pour mieux régner, c'est une stratégie. Et c'est une stratégie qui permet d'affaiblir les différents groupes sociaux d'un même peuple. Et ça permet de les dominer très facilement, beaucoup plus facilement en tous les cas. Ça permet au gouvernement de réduire le pouvoir de ces groupes sociaux. Et du coup, ils sont moins puissants forcément que ce gouvernement. Et ça permet aux dirigeants de régner sur cette population qui est affaiblie, alors que si elle était unie, elle serait une véritable force et elle pourrait justement déstabiliser les pouvoirs politiques qui sont en place. Et le gouvernement comorien, donc, le sait très bien, et on joue d'ailleurs de ça. Et diviser pour mieux régner, c'est véritablement sa stratégie. On le voit d'ailleurs avec le président, on va dire comme ça, Azali. On le voit puisque ces provocations répétitives envers les Anjouanais favorisent cette division et tout le monde tombe dans le panneau et du coup les uns s'opposent aux autres au lieu de s'allier. Donc, Mohéliens, Anjouanais, Grands Comoriens, il est temps qu'on s'unisse pour être une force. Et c'est ça aussi qui va permettre d'amorcer ce changement. Déjà, l'union pour la division. Alors, quelques idées que j'ai couchées sur le papier. Chaque île, à mon sens, doit se sentir reconnue par les deux autres îles pour construire une communauté comorienne, et non pas uniquement une communauté grande comorienne, anjouanaise, mohélienne, où chacun aurait sa place et le sentiment d'appartenir à un pays, et non pas seulement à une île. Ça, c'est très important. On doit commencer par développer un discours qui soit un discours d'inclusion, qui mène à ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en considération les spécificités de chacun, de chaque île, les nuances. Au contraire, on aura l'impression que ça nous divise, mais pas du tout. La nuance est importante. Ainsi, chaque île aura l'impression de se sentir reconnue par l'autre et se sentira considéré. Et chacun se sentira considéré les uns par rapport aux autres. C'est concrètement, par exemple,
lorsqu'on organise une conférence sur les Comores en général, il est important que chaque île soit représentée, que le thème qui soit abordé montre les différences, le point de vue d'un Moélien, d'un Anjouanais, d'un Grand Comorien qui représente son île pour se connaître, pour mieux se connaître également, mais aussi pour se sentir plus reconnu. Ou bien sûr inviter des personnes qui sont spécialistes dans chacune de ces îles pour donner un éclairage. Mais pour ça, c'est important que chacun soit représenté dans les conférences. Et dans cet état d'esprit, on doit aussi travailler à une identité donc, nationale, commune aux trois îles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous réunir, comme on le fait là aujourd'hui, autour de sujets communs. Par exemple, là, bien sûr, le changement positif et durable aux Comores, mais toujours avec ce même éclairage sur les trois îles. Parce que les problématiques peuvent être différentes, peuvent diverger en fonction des îles. Et c'est important que chacun puisse en prendre connaissance. Ou alors même une autre idée sur un tout autre registre, c'est plus communiquer par exemple sur notre équipe de football nationale comorienne. Parce qu'en sociologie, on l'a démontré, le football, c'est le sport qui permet de favoriser une identité nationale. Tout le monde, tout d'un coup, va se sentir comorien, quelle que soit son origine. On l'a vu même ici pour l'équipe de France. D'un coup, tout le monde se sent français, quelle que soit son origine. Ou encore organiser occasionnellement des journées culturelles comoriennes avec les différentes associations de chacune des îles pour que chacun puisse montrer ses traditions, sa culture aux uns et aux autres, parce que moi, par exemple, très sincèrement, c'est vrai que je ne connais pas forcément les traditions moéliennes. Et ce serait intéressant pour les uns et les autres qu'on se connaisse davantage. C'est vraiment important pour ça. Il faudrait qu'on construise donc ensemble la société comorienne de demain pour que chaque personne, quelle que soit l'origine de son île, ait le sentiment de faire partie d'un projet commun de société comorienne. Et où, comme je le disais, où la spécificité de chaque île serait pleinement reconnue. Parce que ce sont nos différences qui rendent notre pays beaucoup plus riche, beaucoup plus beau, et qui en fera une véritable force. Et pour y parvenir, on doit construire des ponts entre nos îles. C'est important. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que, comme on le disait tout à l'heure dans la précédente intervention, c'est le problème de la langue. En introduction, je vous disais que certains d'entre nous ne se sentaient pas forcément concernés par ce qui se passe dans leur pays d'origine, les Comores. Et en réalité, même s'ils s'y intéressent, il y a la barrière de la langue. Pour une partie de la diaspora qui est née en France, beaucoup ne comprennent pas forcément le comorien, mais quand je dis le comorien, c'est qu'il y a plusieurs dialectes. Donc même si moi je vais comprendre à peu près l'anjouanais, je ne vais pas du tout comprendre le grand comorien, d'autres ne vont pas du tout comprendre ni l'anjouanais, ni le grand comorien, ni le moélien, ce qui fait qu'ils vont s'éloigner en fait des manifestations et des problématiques comoriennes qui se passent là-bas. Ils auront l'impression que c'est loin pour eux, ils ne vont pas s'y intéresser. Moi, je l'ai bien vu dans les manifestations. Au début, j'y venais régulièrement, j'étais très investie, donc place de la République ou à Châtelet-Les-Halles, mais tous les discours pratiquement étaient faits en grand comorien, parfois en anjouanais,
En moélien, j'en ai pas entendu. J'ai pas vu de participation moélienne, peut-être qu'il en avait, mais j'ai pas assisté à toutes les conférences. Et du coup, petit à petit, je me suis éloignée parce que je ne comprenais pas en fait ce qu'on disait. Et pareil pour toutes les vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, c'est en comorien. Donc forcément, on s'éloigne. On s'éloigne, non seulement on s'éloigne nous, mais en plus on n'arrive pas à intéresser nos enfants ou les franco-comoriens qui ne comprennent pas la langue. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors bien sûr, d'un côté, ce serait intéressant que nous organisions pour donner des cours en comorien dans les différents dialectes à nos enfants, à ceux qui ne parlent pas. Mais aussi, et ça c'est vraiment un appel que je vous fais, c'est vraiment impératif que tous les discours qui soient faits en place publique, dans différentes manifestations, soient systématiquement traduits en français par l'orateur ou par une tierce personne. Alors j'entends bien sûr on est comorien, et dans l'état d'esprit des personnes qui sont nées aux Comores, ce n'est pas normal qu'on ne parle pas comorien. Ce n'est pas normal que l'on ne parle pas notre langue maternelle. Mais c'est une réalité. Moi, ma langue maternelle, malheureusement, ça a été le français. Et ce n'est pas forcément de ma faute, un peu maintenant. Mais mes parents ont préféré nous parler français, comme le disait la précédente intervenante, c'est-à-dire que ça nous permettait d'accéder à des hautes études. Dans leur état d'esprit, c'était important qu'on maîtrise le français. Ce qui fait que le comorien, alors l'anjouanais, je maîtrise un peu, mais le grand comorien, pas du tout. Donc voilà, et c'est pareil pour les vidéos, elles doivent être systématiquement traduites, au moins qu'il y ait des sous-titres. Ça, ce serait vraiment important. Ou alors qu'il y ait ensuite une personne qui traduise la vidéo en français, parce que c'est la langue en fait qui nous rassemble aussi ici et aujourd'hui. Et puis en plus, ça permettrait aux médias français de relayer l'information, de s'intéresser aussi à ce qui se passe au pays. Parce qu'aujourd'hui, on en entend très peu parler, mais très sincèrement, lorsqu'on vient dans les manifestations et qu'on entend un discours en comorien, peu importe le dialecte, les médias ne s'y intéressent pas. Non seulement les médias, mais aussi les personnes non comoriennes. Parce que c'est important aussi qu'on ait d'autres soutiens en dehors de la communauté. Moi, je ne suis pas du tout pour le repli sur soi. C'est important qu'on puisse avoir des soutiens, non seulement politiques, mais aussi autres, associatifs, qui sont hors de la communauté comorienne. Et s'ils ne comprennent pas le discours, ils ne s'intéresseront malheureusement pas à notre combat. Donc ça, c'est important également. Et puis, enfin, le troisième point que je voulais aussi évoquer avec vous, ça fait écho à ce thème révolution. Nous avons besoin aujourd'hui d'un printemps comorien. À l'instar des printemps arabes qui ont eu lieu dans plusieurs pays du monde arabe à partir de 2010, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou en Jordanie, on a besoin, nous aussi, de notre printemps comorien. C'est important. Alors, bien entendu, on n'a pas envie d'une guerre civile, comme au Yémen ou en Syrie. Non, non, pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les printemps arabes, ils ont aussi beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on doit faire. Vraiment utiliser un maximum les réseaux sociaux. On a appelé les printemps arabes la révolution Facebook ou la révolution Twitter, la révolution 2.0. Et c'est ce qu'on doit faire, une contestation non violente. Alors je sais que le régime actuel est très répressif aux Comores. Moi, bien évidemment, je suis pour tout ce qui est non violent. Donc une contestation non violente
La télévision satellitaire aussi avait joué un rôle très important lors des printemps arabes. Et c'est ce qu'on doit essayer, nous, de mettre en place notre printemps comorien. Et en dehors du départ des dictateurs et l'instauration d'une démocratie, les printemps arabes ont demandé aussi, donc les manifestants, ils ont exigé aussi un partage des richesses du pays qui leur assurait de meilleures conditions de vie, des emplois et la dignité simplement de vivre correctement. Et c'est ce que nous devons faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, le départ d'un système qui est devenu dictatorial, mais aussi exiger ce partage des richesses, parce qu'il va falloir se poser cette question après le départ d'Azali. Qui alors? Qui doit-on mettre en place? De quelle manière? Et ça, c'est une question que nous devons tous nous poser et réfléchir au après Azali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Amjad. Nous allons maintenant prendre des questions, puis nous ferons une petite pause d'1 quart d'heure avant de reprendre sur la deuxième. Oui, bonjour, salam alaikum. C'est tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions. J'en ai pas raté un mot. Je veux dire, pour que vous puissiez me voir, c'est plus poli. C'est que j'en ai pas raté un mot. Très intéressant. On sent votre expérience et le professionnalisme qui est le vôtre dans ce domaine-là. Moi, ce que je retiens, c'est un constat qui était très pertinent sur les défaillances qu'il y a à l'heure actuelle. Moi, en fait, j'ai une question. La question qui me vient à l'esprit, c'est qu'une fois qu'on a fait les constats et qu'on a élaboré les différents chemins qui pourront nous aider à défaire ce qui a été fait, que le thème c'est révolution. En fait, vous voyez les choses comment? Par une éducation populaire, et ça va prendre 10, 15, 20 ans pour déconstruire tout ce qui a été construit, ou ça peut se faire dans une démarche de prise de pouvoir, dans une démarche politique. Parce que ce qui manque, ce que je ressens, c'est une volonté politique. Donc soit la volonté politique, pour moi, hein, qui suis, entre guillemets, quelqu'un de assez politique, c'est-à-dire soit la démarche politique, on la laisse de côté et on se concentre sur l'éducation populaire et ce qu'on peut se faire concrètement. On fait soit l'un, soit l'autre. Quelle est votre articulation pour pouvoir changer ces choses-là dans le fond? C'était ça ma question. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Merci. Merci. De mon point de vue, bien sûr, les réformes, c'est dans la durée. On ne peut pas se lever le matin et dire je vais faire des réformes et voir les résultats le lendemain. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit ici, moi je pense que déjà, les deux vont ensemble. En fait, le changement politique, parce que ça doit être des politiques. C'est des politiques qui vont gouverner. Ce sont des politiques qui vont porter ces projets-là, qui vont porter ces réformes-là. Maintenant, il suffit de faire le choix de celui qui est capable de porter le changement. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Merci. Merci. Moi, je vois les choses, enfin, les deux à la fois, bien sûr. Mais par exemple, la société civile au cœur du dispositif. La société civile, pour moi, c'est le pilier maintenant. Disons, la société civile est en train de se réveiller autrement. Parce qu'il y a société civile et société civile. Donc, elle a un rôle à jouer. Et l'école. L'école est le porteur de cette révolution, de ce changement. Tout se joue à l'école, tout se joue par les programmes. Pour avoir, là, par exemple, quand je venais, quand j'ai reçu l'invitation et qu'on m'a mis le changement durable, franchement, j'étais un peu gênée. Parce que je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche là.
changement durable. Donc il y a deux termes qui ne collent pas. Donc pour moi, peut-être un changement continu, peut-être, mais ça je ne reviens pas là-dessus. Mais l'école porte ce changement. Donc ces valeurs doivent être transmises par l'école. Et ce sont des valeurs qui peuvent venir de la société civile, puisque le changement politique, maintenant Azali par exemple, on crie Azali Nalaou, et après, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui aura tout ce qu'on veut et qui va mettre en place tout de suite? Là, la volonté politique, franchement, je la vois pas encore tout de suite. Donc, la société civile est là, ce qu'on fait là, par exemple, et qu'on réunisse et qu'on fédère cette société civile pour donner une orientation générale et jouer son rôle au regard des autres acteurs tels que l'État et les autres organismes internationaux qui contrôlent et qui délèguent le pouvoir. Voilà, donc moi je vois les choses comme ça et je voudrais en profiter pour vous dire que je n'ai pas attendu, on n'attend pas que les choses se fassent par ceux qu'on critique, mais qu'on le fasse nous-mêmes. Là, ce qu'on fait actuellement, là, cet événement-là, c'est déjà un départ. Donc moi, je viens de créer une association qui s'appelle Narijijou. Donc cette association-là a pour but de sauvegarder le patrimoine comorien, mais dans une optique de préserver la souveraineté nationale. Donc moi, j'attends pas que Azali parte pour que... ou bien, non, j'attends pas qu'Azali prenne le devant parce que bon, s'il ne le prend pas, moi je fais quoi en tant que responsable? Donc la société civile a son rôle à jouer dans ce sens-là. Et la politique, voilà, ça prend son, disons, ça fait son chemin. Voilà, donc c'est comme ça que je vois l'école et la société civile. Moi, j'ajouterais, oui, la société civile et la diaspora comorienne, franco-comorienne. Et c'est pour ça que j'ai insisté au fait de traduire systématiquement les vidéos et les discours pour intéresser justement cette population franco-comorienne, parce que sinon elle va se sentir toujours étrangère à ce qui se passe aux Comores et aux Comores alors que c'est leur pays d'origine, mais aussi c'est priver les Comoriens du pays, de leur expérience, de leur regard qui est différent et peut-être d'amener des solutions innovantes, nouvelles et de s'impliquer davantage pour le développement du pays. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je voulais questionner les deux intervenantes par rapport à justement l'intervention d'Anazad, par rapport justement à cette problématique de l'union. Parce qu'en tant que natif de France, c'est vrai que moi j'ai toujours été interpellée par l'intervention des Ngazidiens en général, qui ont toujours ce même discours, à savoir si on Ngazidia, en sachant qu'on est quand même un archipel. Donc moi, je voulais savoir justement ce que vous pensez de l'intervention d'Anazad par rapport à ça. En tout cas, pour moi, c'est cette division, ce séparatisme. C'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps par ceux qui nous ont colonisés. Donc là, on doit y remédier maintenant. Ça, c'est la colonisation qui a fait ça. Et ça, moi, j'ai appris ça au cours d'une conférence à laquelle il y a eu un intervenant, un politicien comorien,
qui nous avait parlé, disons, d'un plat de déstabilisation et de séparatisme qui était préparé dans les hautes instances politiques XXX. Donc là, maintenant, on subit. Et là, les autres nous regardent parce que c'est comme si on a préparé un plan et qu'on dit, voilà, étape numéro 1, on va faire ça, étape numéro 2, c'est ça. Et là, on est, je ne sais pas à quelle étape, donc on se trouve là. Donc par rapport à la remédiation, pour moi, je vois la fédération des associations de la société civile. Quand on parle de la diaspora, elle est très divisée. Et effectivement, les grands Comoriens, dans le langage, Shingazidja, pour eux, voilà, je suis Comori. Donc, nous avons une éducation à faire pour nous-mêmes, déjà, et à changer ces mentalités-là par une fédération de la diaspora. La preuve en est, enfin, à titre d'exemple, maintenant, on nous parle de la diaspora comorienne, par exemple, un président de la diaspora, mais c'est un président de la notabilité comorienne. Donc, pourquoi pas une diaspora qui réunirait toutes les associations qui viennent de toutes les îles pour discuter et orienter voilà, notre vision par rapport à ce changement. Merci.